Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo, on va parler de la tournée des US. Le Barça a annoncé son équipe pour partir là-bas, donc on va voir un petit peu tout ça, on va parler un petit peu de certains joueurs, les joueurs à suivre, un petit peu le programme, voilà, on y va, donc c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc tout d'abord, on va commencer par les dates. Les dates ont été communiquées. Bon, il y a certaines horaires et dates même qui ont changé. De base, il y avait, ça a annoncé un match le 30 au soir, le 2 août, quelque chose comme ça. Bon, maintenant, ça a été décalé. Donc on a un premier match déjà contre Manchester City. Bon, après, vous avez dû le voir, mais on va revoir un petit peu les dates, le programme tous ensemble. Donc le 30 au soir, à 1h du mat, donc dans la nuit du 30 au 31. Barça-Manchester City, dans la nuit du samedi 3 août au dimanche 4 août, à 1h du mat, il y a le Classico Barça-Real. Et ensuite, le mercredi, donc dans la nuit de mardi à mercredi, à 1h30, Barça-Milan. Et puis après, évidemment, le Trophée Lamper, le 12 août, Barça-Monaco. Donc ça, c'est notre pré-saison. Il n'y a pas beaucoup de matchs. On a fait un premier match contre Olot il n'y a pas longtemps, donc ça rajoute un petit match de prépa, histoire de se chauffer, de se mettre un petit peu en jambes, de voir un petit peu aussi peut-être pour le coach, voir quel joueur il pouvait emmener. Tu vois, il a testé sûrement certains joueurs et s'est dit, bah lui je vais le prendre, lui je vais pas le prendre, tu vois. Bon, déjà... Concernant la tournée, moi, pour donner un peu mon avis, j'avais déjà donné, mais pour ceux qui me suivent, vous le savez. Je suis pas hyper fan des tournées aux États-Unis, voilà, c'est des trucs pour l'argent, tout ça, pour le business, c'est tout. Mais concernant les prépas des joueurs et des équipes, c'est jamais vraiment optimal. Le mieux, c'est de faire des tournées en Europe déjà, pour pas bouger aux quatre coins du monde, aller se déplacer. On va à Las Vegas, on va faire je sais pas quoi. C'est uniquement pour le business, on le sait. C'est pas optimal pour la prépa des joueurs, ça a jamais été vraiment bon et positif. Et la plupart des coachs ne sont pas fans de ça de toute façon. Ils voient pas forcément l'intérêt, ils savent très bien que c'est financier et rien d'autre. Tu vas te préparer je ne sais où en Europe, dans le coin, en Italie, j'en sais rien, en Espagne, dans le fin fond de la Catalogne, te préparer tranquillement, faire quelques matchs par-ci par-là. Voilà, il fut un temps, il y avait des prépas comme ça, il y avait des prépas en Europe, en Allemagne, ça se faisait, des choses comme ça. Là maintenant c'est Asie, c'est États-Unis quoi. Donc bref, maintenant que c'est dit, voilà, vous le savez tout. Il n'y a pas beaucoup de matchs et le problème de ces matchs-là, donc c'est des belles affiches. Donc qui dit belles affiches dit public, donc dit argent tout simplement. Vous le savez très bien, maintenant c'est des grosses affiches et c'est pas non plus optimal pour se préparer. Le mieux c'est de se préparer, alors se préparer contre des toutes petites équipes, voilà, mais les préparations elles sont faites pour se préparer physiquement et adhérer un petit peu à la tactique du coach, tout ça. Le but c'est pas de faire un spectacle non plus, alors c'est du football mais le spectacle il est pendant la saison. C'est comme ça, maintenant les pré-saisons c'est que des matchs comme ça, des classicos, il y en a toutes les pré-saisons, ça va devenir un match normal, on va faire que des classicos. C'est cool, mais je vais arrêter d'être aigri un petit peu. Donc moi mon programme c'est aussi de faire les débriefs. Évidemment il y en a qui m'ont posé des questions, est-ce que tu vas faire les débriefs de match, tout ça, c'est prévu, on va faire des débriefs. Juste je sais pas trop si je ferai les débriefs en plein milieu de la nuit, juste après le match, parce que les matchs la plupart donc sont à 1h, sauf celui de Milan qui est à 1h30, donc les matchs vont finir autour de 3h, sachant que ça commence jamais vraiment à l'heure, parce que c'est, voilà, aux États-Unis ils vont faire sûrement des feux d'artifice, un petit peu un concert de musique avant ou quoi, histoire de ramasser un petit peu plus de thunes. Donc est-ce que ça va démarrer à l'heure, je ne sais pas, et ça va finir probablement à 3h, peut-être un petit peu plus, tout ça. Donc est-ce que je vais faire des débriefs juste après à 3h et sortir la vidéo juste dans la foulée en plein milieu de la nuit? Je ne sais pas. Ça sera soit je ferai des débriefs le lendemain, je donne pas d'heure, mais le lendemain, parler un petit peu du match, mon ressenti, tout ça, un petit peu plus à tête reposée. Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, je ferai les débriefs. Manchester City, Real, voilà. Monaco, je ne sais pas parce que Trophée Lamper, je ferai peut-être une vidéo spéciale parce que je vais au stade. Donc il y aura peut-être moyen de faire pourquoi pas un petit vlog, un truc comme ça, genre ma journée au stade, j'en sais rien, tu vois. On va aller au stade, on va montrer un petit peu l'ambiance, filmer, faire 2-3 vidéos, un mélange de débrief de ce que j'ai ressenti, en tout cas vu du stade, parce que c'est toujours différent de voir à la télé, voir au stade, et en même temps montrer un petit peu des images de l'ambiance, du match, tout ça. Bref, maintenant on va parler un petit peu des joueurs de la liste, des joueurs sélectionnés. Je vais vous afficher la liste quand même juste là. Donc on a Ter Stegen, on a Baldé, Inigo Martinez, Lewandowski, Rafinha, Iñaki Peña, Christensen, Romeu, Victor Roque, Gundogan, Koundé, Julian Araujo, l'anglais Pablo Torre, Marc Casado, Hector Fort, Alex Valle, Pau Vitor, Astralaga, Kochen, Unai, Mika Faye, Marc Bernal, Gérard Martin, Noah Darvish, Diego Fernandez, Andrés Cuenca, Tony Fernandez, Sergi Dominguez,
Quim Juniant et Alexis Olmedo. J'ai même pas bafouillé sur tous les noms, c'est incroyable. Donc, il y a aussi des petits astérix sur Rafinha, Gundogan et Koundé. Ils vont nous rejoindre directement aux États-Unis. Ils feront pas le voyage avec l'équipe, tout dans le genre. Donc, je sais pas s'ils seront disponibles pour le premier match, tous ou pas. La liste est longue, on va dire. 31 joueurs sélectionnés, pas mal de défenseurs. Quand on regarde comme ça, c'est vrai qu'il y a énormément de défenseurs ou latéraux, quelques attaquants par-ci par-là. Pas de Ansu Fati, c'est un petit peu peut-être le grand absent de la liste. Ça a peut-être donné de la place aussi pour d'autres. C'est un petit peu dommage. Puis après, évidemment, il y a les blessés, il y a les Gavi, les Frenkie. Donc pas de Frenkie. On se posait la question aussi un petit peu avant la tournée. On se disait, est-ce que Frenkie va revenir à temps ou pas? Est-ce que ça sert à quelque chose de forcer, enfin forcer entre guillemets, mais de l'emmener ou quoi, et de voir s'il peut rejoindre le groupe à la moitié de la pré-saison, quelque chose comme ça. Mais non, donc pas de Frenkie, pas de Gavi, pas de Pedri. Voilà, je vais pas tous les faire. Là comme ça, je les ai pas en tête. Donc il y a pas de Ferran Torres non plus, ni de Lamine Yamal qui ont fait un Euro, voilà, qui sont allés jusqu'en finale, donc ils ont été laissés au repos. Pour moi, j'avais dit, ça m'étonnait un petit peu pour Ferran Torres, qui a pas énormément joué non plus, donc je trouvais ça un peu étonnant, mais disons que ils avaient parlé d'une sorte de repos mental aussi pour que le joueur se souffle un peu et fasse une pause avec tout ce qu'il a vécu pendant l'Euro, la saison a quand même été longue pour un joueur de foot, même si il joue pas tous les matchs, toutes les minutes. Il faut aussi qu'il puisse se reposer un petit peu mentalement, c'est assez logique. Maintenant, il y a aussi ceux qui sont avec les JO, évidemment Fermin Lopez qui a marqué un but hier avec les JO avec l'Espagne, Eric Garcia qui fait partie de l'équipe et on ne sait pas s'il va rester, et Pau Cubarsí qui sont donc tous les trois aux JO. Donc la liste elle est intéressante, et elle va nous faire découvrir pour beaucoup de joueurs, pas mal de joueurs, parce qu'il y a énormément de joueurs qui sont, même certains qui sont pas forcément du Barça B. Le Barça B, on connaît bien Michael Faye, on connaît bien Unai Hernandez, Marc Bernal, Casado, Hector Fort, qui avait été incorporé un peu dans l'équipe première. On connaît un petit peu Noah Darvish, même s'il a pas beaucoup joué la saison dernière, mais Astralaga, Pau Vitor aussi, on le connaît bien. Olmedo aussi, on a vu un petit peu. Sergi Dominguez, que je ne comprends pas, ça reste un peu une interrogation. Diego Fernandez, qu'on a vu un petit peu en fin de saison la saison dernière avec la B. Bref, il y a quelques noms comme ça qu'on a l'habitude de voir, on va dire. Maintenant, il y en a d'autres, comme Tony Fernandez et Quim Juniant, surtout les deux, qui sont des juvéniles, qui sont très très jeunes, qui sont comme ça incorporés parce qu'ils ont dû taper dans l'œil du coach. Et c'est des joueurs très très intéressants à suivre pour le futur, des joueurs qui sont plein de talent, et j'ai hâte de les voir en pré-saison aussi. Maintenant, ces joueurs-là, il y a énormément de joueurs, comme je l'ai dit, de la B ou des juvéniles, et faut pas s'attendre à ce qu'ils soient intégrés, on va dire, ou au moins même dans la rotation à l'équipe première la saison prochaine, parce que il y en a plein qui vont revenir, et ces joueurs-là, ils ont été appelés pour voir un petit peu pour le futur, tout ça, pour les intégrer aussi. Il y a des projets derrière, même des projets qui concernent pas forcément le coach, dans le sens où le club carrément veut mettre en avant un certain joueur. Par exemple, prenons l'exemple de Quim Juniant ou même Tony Fernandez, un des deux. Il y a le projet du club entier, ces joueurs-là sont suivis depuis des années dans les catégories jeunes, et on sait très bien qu'il y a un projet pour eux parce que ils ont un énorme potentiel. Et bien le club va dire au coach, bon, ceux-là il faut que tu vois, tu peux les prendre parce que dans le futur on va les prendre, tu vois. Même si le coach part, ces joueurs-là ils seront quand même toujours dans le projet pour le futur du Barça, tu vois. C'est un peu comme avec Lamine, même si Xavi il avait dit Lamine Yamal, ouais, je suis pas fan de Lamine. Lamine c'était un projet déjà pour le futur, bien avant qu'il y ait Xavi qui soit coach de toute façon, tout comme Pau Cubarsí, tout comme Marc Bernal. Bref, donc ces joueurs-là il va pas falloir s'attendre à les voir non plus la saison prochaine, mais en tout cas on pourra déjà se faire une idée sur un peu les jeunes de la Masia. C'est vrai que souvent ils sont oubliés. Il y en a certains qui oublient qu'on a une Masia, évidemment. Il y en a qui le savent comme ça, oui, il y a la Masia, mais il y en a qui veulent absolument aller chercher toujours des Brésiliens, des je sais pas où. Mais vous allez voir que aussi à la Masia, il y a quand même certains jeunes, même si ça n'intéresse pas, certains ça les intéresse moins, ou ils se disent non, ouais, mais il y a des... Non. Il y a quand même des mecs à la Masia qui sont exceptionnels. Lamine, il vient pas du Brésil, quoi. Donc moi, pour cette tournée, il y a des joueurs que j'attends énormément. Il y avait un joueur que j'attendais qui n'a pas été sélectionné, c'est Ansu Fati, blessé. J'attendais beaucoup de voir Ansu Fati, voir ce que ça allait donner dans cette pré-saison, voir un petit peu ce que Flick allait en faire. Il y avait une préparation spéciale pour lui, tout ça. Moi, ça me hypait un petit peu. Je me suis dit, bon, j'avais pas de grosses attentes sur Ansu Fati, mais je voulais voir quand même ce que ça allait donner, quoi. Blessé, donc pas de pré-saison, pas de tournée
tournée US pour lui. Dommage, mais il y a quand même pas mal de noms qui m'intriguent un petit peu. Donc on va tous les dire. Après, il y en a pas mal d'un côté. Il n'y a pas juste 3 noms qui me donnent envie. Évidemment, le numéro 1 pour moi, c'est Casado. J'ai envie de voir vraiment Casado. J'ai envie de voir vraiment Casado quoi. Dans cette équipe première, Casado quoi. Pour moi, Casado peut même être titulaire. Donc tu vois à quel point j'y crois en ce genre-là. Mais disons, avant de partir sur un Casado titulaire, tout ça, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner avec l'équipe première, voir ce qu'il va donner, voir ce que ça peut donner aussi sous Flick, tu vois, tout simplement. J'ai hâte de voir en tout cas Casado, tout simplement. Après, il y a Julian Araujo. J'ai quand même bien envie de voir ce que ça peut donner. On sait pas trop. Pour l'instant, on a que 2 latéraux droits, on va dire. On peut mettre Koundé. Est-ce que Koundé sera utilisé comme latéral ou pas? Je ne sais pas. Dans la pré-saison, j'en sais rien. Parce que ça se trouve, il va dans la pré-saison, vu qu'il n'y a pas tous les défenseurs centraux, peut-être qu'il va être utilisé comme défenseur central et latéral, il y aura que Araujo et Héctor Fort, c'est possible. Mais sachez que dans cette liste-là, les latéraux, il y a quand même Julian Araujo qui peut jouer, donc qui est latéral droit, Héctor Fort qui est latéral droit, il y a Koundé qui peut jouer latéral droit, il y a Olmedo qui peut jouer latéral droit et il y a Dominguez qui peut jouer latéral droit. C'est des joueurs qui ont joué déjà latéral droit quoi. Donc ça fait beaucoup. Maintenant Dominguez, Olmedo, c'est des défenseurs centraux, peuvent jouer peut-être à droite parce qu'ils ont le physique, ils ont la course, un petit peu la vitesse, et encore que Dominguez, je me pose la question. Donc Julian Araujo, j'ai bien envie de voir parce qu'on sait pas encore, est-ce qu'on va avoir un vrai latéral droit, est-ce qu'on va mettre Koundé ou est-ce qu'on va aller chercher Cancelo ou je ne sais qui, on ne sait pas. Pour l'instant personne, donc on a juste les 2 seuls latéraux droits, on va dire de formation, de métier, c'est Julian Araujo, c'est Héctor Fort. Donc j'ai bien envie de voir ce qu'ils vont donner en pré-saison. Julian Araujo, il a été prêté à Las Palmas, il a fait plutôt un prêt plutôt correct, plutôt bon. Donc j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner avec ce Barça là, voir comment il s'en sort quoi, tout simplement. Donc on va rester en défense, on va parler de Mika Faye évidemment, qui fait beaucoup de débats, tout ça. Est-ce que Mika Faye va rester ou pas? On sait que lui il veut rester et avoir quand même une certaine importance dans l'équipe première. Avoir des minutes, pas forcément être titulaire, j'imagine qu'il ne prétend pas à un poste de titulaire quand même, ça me paraîtrait quand même étonnant vu les joueurs qu'on a, mais quand même il peut avoir quelques minutes. Maintenant c'est vrai qu'on a beaucoup de centraux, là on a Christensen, Inigo Martinez, Koundé qui peut jouer central, à voir si, comme je l'ai dit, s'il va jouer à droite, Mika Faye, on a Olmedo, Dominguez qui sont des centraux aussi, ça fait, on a Isaac Cuenca, Andrés pardon Isaac Cuenca c'était à l'ancienne, parce que je joue en ce moment à FIFA 14 les gars, donc il y a Isaac Cuenca, Andrés Cuenca aussi, on va en parler, mais central gaucher aussi, un peu comme Mikayil Faye, excellent aussi, Andrés Cuenca qui est un petit peu plus jeune mais qui est excellent, je crois qu'il est un peu plus jeune, je sais plus exactement quel âge il a, excellent. Donc on a beaucoup de défenseurs centraux, donc on va voir un peu comment ça va se passer, mais Mika Faye, j'attends de voir ce que ça peut donner aussi, voir l'importance qu'il va avoir dans cette pré-saison. On saura très vite s'il va rester ou pas quoi, parce que s'il joue quasiment pas, il y a peu de chances qu'il reste la saison prochaine. Et le dernier défenseur, on va dire, que j'ai envie de voir aussi, Andrés Cuenca, j'aime beaucoup, mais c'est Alex Valle. Alex Valle, latéral gauche. Bon, il y a le retour de Baldé, on sait ce que Baldé peut faire. J'ai hâte de revoir Baldé sur les terrains, il n'y a pas de problème avec ça. Mais Alex Valle, c'est un joueur qui a été prêté, on en a entendu que du bien. Il a fait un bon prêt à Levante, ouais, je crois. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner aussi. Il n'a pas le même profil que Baldé, mais c'est un joueur intéressant que moi j'avais vu quand il jouait au Barça B, quand Baldé était monté en équipe première, c'était Alex Valle qui avait pris sa place quoi, qui était titulaire, et il était vraiment, je trouvais vraiment bon quoi. Il y a aussi Gérard Martin, latéral gauche de la B, qui est excellent aussi, qui a fait une saison je trouve assez sous-cotée. Bon, il y en a pas beaucoup qui ont vu les matchs de la B toute la saison. Il a commencé tranquillement, mais à la fin de saison il était hyper régulier en fait. C'était un défenseur hyper sûr de Marquez, vraiment tu pouvais compter sur lui, alors un peu à l'image de Casado, mais vraiment c'était un pilier de cette équipe B la saison dernière. Gérard Martin qui a pas un profil très offensif, qui va déborder, dribbler, centrer, machin, parce que c'est un gars quand même assez grand, assez costaud, un petit peu lourd, mais franchement il est vraiment bon. Vraiment bon je trouve, donc on verra, mais Alex Valle c'est un petit peu la curiosité pour moi sur ce côté là, sur ce côté gauche. Bon, au milieu évidemment Unai Hernandez. Bon, est-ce que je suis très curieux de le voir? Je l'ai vu toute la saison dernière en B, c'est un peu comme Casado, j'ai pas des grosses attentes, ouais, c'est juste que j'ai envie de les voir dans cette équipe première parce qu'ils méritent en fait, ils ont le niveau pour moi dans l'équipe B de la saison dernière. Il y a Casado, il y a Unai qui sont les 2 joueurs avec Pau Vitor donc les 3 du coup, qui ont été au-dessus
vraiment qui ont été vraiment immenses. Bon, Michael Faye aussi, mais vraiment, Unai Hernandez, il faisait beaucoup de différences devant, qui a un profil particulier, mais que je trouve très intéressant offensivement, qui jouait la plupart du temps sous Marquez un rôle d'ailier ou de faux ailier par moment quand le latéral montait, mais plus la saison avançait, plus il jouait vraiment ailier collé à la ligne. C'est un gars qui est beaucoup plus fort, je trouve, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus intéressant quand il joue en 10. On sait que Fleet il joue avec un 4-2-3-1, donc est-ce que Unai il jouera ailier ou est-ce qu'il jouera 10, sachant qu'il y a aussi Noah Darvish qui peut jouer 10, donc on ne sait pas trop. Il y a Guillet aussi, voilà, Guillet Fernandez, donc il y a Quim Junior aussi, donc ça fait beaucoup de joueurs qui peuvent jouer 10. Il y a Pablo Torre aussi, ça fait beaucoup, on ne sait pas trop où est-ce que les joueurs vont jouer. J'espère quand même qu'ils évolueront un peu à leur poste préférentiel pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, quoi, évidemment. Mais Unai, voilà, j'attends de le voir jouer, j'ai hâte de voir dans cette équipe. Il y a Marc Bernal aussi, Marc Bernal qui est excellent, que pour moi le Marc Bernal a un avenir dans cette équipe, dans le double pivot, excellent. Voilà, j'avais sorti une vidéo analyse sur lui de toute façon comme Casado, c'est les deux analyses que j'ai sorties. J'avais sorti une analyse sur Michael Faye aussi plus tôt dans la saison, voilà, je vais peut-être les partager dans la description, quelque chose comme ça si ça vous intéresse vous irez voir. Mais Marc Bernal, j'attends de voir ce que ça peut donner aussi, et le Tony Fernandez aussi. Tony Fernandez, j'en ai entendu parler, évidemment cousin de Guillet Fernandez, et ouais, je suis curieux parce que moi je suis pas forcément les juvéniles, je vois quelques trucs mais sans plus. Le football comme ça quand c'est trop jeune, après ça m'intéresse pas de fou. J'essaie un peu de regarder de temps en temps, mais je regarde la Youth League par exemple, c'est là que j'ai découvert Cuenca par exemple, et entre autres quoi, même Lamine Yamal. Les premiers matchs que j'ai vus de Lamine c'est en Youth League, la Ligue des Champions des jeunes là, des U19. Donc Tony Fernandez, je suis très curieux de voir ce joueur là, je l'ai pas vu beaucoup évoluer, j'ai vu quelques images mais j'ai jamais vu de match vraiment de lui, donc j'ai hâte de voir ça aussi, comment il s'en sort. Quim Junior aussi, j'ai déjà vu avec l'Espagne, les U17 si je me trompe pas, ils avaient joué la Coupe du Monde avec Cubarsi, il y avait Juan Hernandez, des jeunes des juvéniles aussi, il y avait Bernal aussi, enfin bref, il y avait Cuenca aussi, donc ça c'est un petit peu la même génération des jeunes joueurs de 17 ans, quelque chose comme ça. Et Quim Junior c'est très intéressant, très très fort, moi j'aime beaucoup. Bon, c'est un profil typique Barça, un milieu de petite taille, très technique, Vista, tout ça, classique, un petit Xavi, un petit Iniesta, les mecs comme ça, comme Garrido, c'est un peu tous les mêmes profils de milieu de terrain, technique assez vif, une bonne qualité de passe et de Vista, quoi, un peu le classique. Voilà pour mes joueurs, les joueurs que j'attends. Après évidemment, j'ai envie de voir Vitor Roque par exemple, ce qu'il va donner, on sait pas s'il va partir, mais est-ce que le coach va compter sur lui, est-ce qu'il va se montrer pendant cette pré-saison, est-ce qu'il va faire changer d'avis aussi. Le coach, s'il fait une pré-saison monumentale où le mec explose tous il explose toutes les cages, il marque but sur but. Là, je pense que le club va peut-être changer d'avis, évidemment. Il y a Pablo Torre aussi. Pablo Torre, on sait pas trop. Est-ce qu'il va rester ou quoi? Il était dans le projet, ça parlait de le vendre. On va voir. C'est pas un joueur que j'attends parce que perso, moi, il y en a d'autres pour moi qui doivent passer avant, mais je suis curieux quand même. Je suis même curieux de voir l'anglais. Parce que peut-être qu'il va rester. Il y a Pau Vitor aussi, Pau Vitor qui vient d'être signé, c'est un peu la seule signature qu'on a faite pendant le mercato. Donc Pau Vitor, on va voir, avec la B il a été plutôt excellent, il a fait une fin de saison plutôt très bonne en enchaînant les buts, il a été un joueur très important de la saison avec la B. On va voir si il va performer, autant performer avec l'équipe première. Je dirais pas que j'ai beaucoup d'attentes pour Pau Vitor, mais pareil, je suis un peu curieux et peut-être on sera agréablement surpris. Pour moi, pour moi de base, c'était pas forcément un projet pour l'équipe première. Là, il a été signé, on va voir. Peut-être qu'il a été signé pour le prêter, pour le vendre plus tard, j'en sais rien. Mais ça peut être aussi une petite surprise. Moi, j'ai vu de quoi il était capable. S'il joue de la même façon, s'il fait un peu les mêmes performances qu'il faisait avec la B, il a sa petite place. Il peut avoir sa petite place en doublure de Lewandowski, les gars. Je pense. Si il fait les mêmes performances qu'il faisait avec la B, parce que franchement, il était pas mauvais. Voilà, donc j'ai pas beaucoup d'attentes concernant les matchs en soi. Je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé à se dire ouais, c'est n'importe quoi, on a gagné 15-0 contre l'autre, c'est pas, voilà, j'en ai parlé la dernière fois, on m'a dit ouais mais attends, 15-0 c'est pas beaucoup, regarde le Bayern, on m'a dit ça en commentaire, regarde le Bayern, ils ont gagné je sais pas combien, 35-0, peu importe ce que fait le Bayern, moi je m'en fous de ce que fait le Bayern déjà, de base.
Ça ne m'intéresse absolument pas. Regardez Manchester City, ils ont perdu contre le Celtic Glasgow. Il me semble, ils ont perdu contre Milan hier. Est-ce que ça m'intéresse? Non. Est-ce que ça veut dire que le City vont faire une mauvaise saison? Ça veut rien dire. On s'en fout des résultats, les gars. L'objectif de ces pré-saisons-là, c'est de se préparer tout simplement. Se préparer, c'est tout. Il n'y a pas d'objectif de gagner, machin. Alors, certes, si tu gagnes, voilà, tu gagnes, les supporters ils sont contents, mais ça n'importe rien. Et faire ces matchs-là, comme je l'ai dit en début de vidéo, ça fait un petit peu écho, mais faire des matchs contre le Manchester City, contre le Real, contre Milan, la seule chose que ça va faire, c'est que si on gagne pas, eh ben, les supporters ils vont être là, ouais, cette saison ça va être catastrophique, juste parce que les matchs amicaux on les a pas gagnés. On s'en fout, c'est des matchs amicaux, c'est des matchs de préparation, les gars. Le problème qu'il y a avec de faire des matchs avec des grosses affiches, c'est que dans la tête des supporters, on croit que ces matchs-là sont importants, on croit que c'est des finales de Ligue des Champions. On s'en fout. Alors certes, si on perd 10-0, je vais vous dire là quand même les gars c'est un peu chaud. Attendez, mais si tu perds 1-0, 2-1, des trucs comme ça contre des équipes, bon, je m'en fous complètement. Perso, je m'en fous mais complètement. Moi ce que je veux voir c'est les idées du coach sur le terrain, c'est les joueurs comment ils se comportent, c'est savoir si les joueurs ils sont en forme, comment Baldé est de retour aussi après une longue blessure, est-ce qu'il va être en forme pour la saison, comment vont se débrouiller certains joueurs, est-ce qu'on va pouvoir compter sur eux. Regardez la pré-saison, après ça veut pas dire grand chose, la pré-saison la saison dernière les gars, on a vu un Roméo masterclass contre le Real Madrid, même en général un Roméo plutôt très bon en pré-saison, et puis après en saison il s'est complètement éteint, il a perdu toute confiance et il a été catastrophique toute la saison, sauf dans certains matchs ça allait, mais voilà il faisait pas de conneries, mais sinon c'était horrible. Donc la pré-saison elle veut pas dire grand chose en soi, mais j'attends de voir un peu surtout voilà les idées qui se dégagent un petit peu de cette équipe au niveau de la tactique, au niveau des idées du coach, tu vois. On sait, est-ce qu'on va jouer, je dis n'importe quoi, je donne des exemples au hasard, mais pour donner donc des exemples, est-ce qu'on va jouer avec de la possession, tu vois, est-ce qu'on va essayer de sortir court, est-ce que les mecs vont balancer devant, les attaquants ils vont faire tous des appels en profondeur et on va balancer devant tous machin, voilà, c'est ça que je veux voir moi, c'est un peu les idées du coach, un peu pour voir ce qui va se passer un petit peu cette saison, tu vois, c'est là aussi, c'est en pré-saison, c'est là que tu commences à voir un petit peu les premières idées du coach, un peu comment ça va se passer quoi, tout simplement. Moi c'est ça, j'attends juste ça et des joueurs qui montent en puissance et qui sont en forme, qui seront en forme pour le début de la saison. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, vous, si vous attendez certains joueurs, si vous avez envie de voir certains joueurs plus que d'autres. C'est sûrement le cas, je n'en doute pas. Voilà, dites-moi quel joueur. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être demain, je ne sais pas. On verra, ça dépend de l'actu. On attend toujours Nico. En attendant, on va faire une sieste. Bonne fin de week-end à tous. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao.